Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce Trésor au Bénin. Voici le sommaire. Accessible à toutes les bourses, il s'adapte à tous les accoutrements et à toutes les occasions. Adoptés par petits et grands, les bracelets artisanaux sont de nos jours dans la classe de ces petits accessoires de mode qui ont de la cote en ce moment. Dans ce Trésor au Bénin, nous allons comprendre les fonctions et les motifs de l'appétence développée par les Béninois pour les bracelets. Ensuite, audience à la Haute Cour de justice, la professeure Dandé-Yamou a reçu dans l'après-midi de ce mardi 28 avril 2026 à son cabinet une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme conduite par son président, le professeur Aboubakari Imorou. La délégation est allée s'inspirer de l'expérience de la Haute Cour de justice pour mieux réussir son mandat. Et puis enfin, première session ordinaire du conseil communal de Soava. C'est la deuxième au titre de l'année 2026. Cette rencontre consacre l'entrée en fonction officielle des conseillers élus au thème des élections communales du 11 janvier. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par le port des chapeaux présidents des commissions permanentes et aux élus communaux et chefs d'arrondissement. Voilà donc pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ils sont faits de perles, de cordes et autres matières premières. Ils sont accessibles à toutes les bourses et s'adaptent à tous les accoutrements et à toutes les occasions. Adoptés donc par petits et grands, les bracelets artisanaux sont de nos jours dans la classe de ces petits accessoires de mode qui ont la cote en ce moment. L'une de nos équipes s'est intéressée au phénomène pour comprendre justement ses fonctions, mais aussi les motifs de l'appétence développée par les Béninois pour les bracelets. Voici les images. Au poignet d'Isaac, cet après-midi, 2 bracelets artisanaux. L'étudiant en première année justifie le port de ses parures par leur esthétique. Bon, je ne sais pas pour les autres, personnellement, moi je porte ça parce que je vois que ça embellit la main. Ça fait plus présentable. Comme lui, beaucoup de Béninois optent pour cet accessoire de mode pour ajouter une touche particulière à leur style vestimentaire. Cependant, les qualités recherchées ne sont pas toujours les mêmes. Certains préfèrent les bracelets à valeur spirituelle. Bon, au fait, j'ai acheté ça à l'église. Donc, c'est un objet de piété qui me protège partout où je passe contre les mauvais esprits. Comme je vends aussi au bord de la voie, ça va me protéger aussi. C'est un peu ça. Et c'est un joli truc qui est sur ma main aussi. Ça me donne un peu de sécurité et ça me rassure quand je porte les bracelets qui entrent dans la piété. Église, boulot, restaurant, cérémonie, ces ornements sont pour les adeptes un véritable passe-partout. Selon l'artisane, ils jouent également un rôle non négligeable. Les gens viennent acheter pour offrir, soit pour les anniversaires, soit pour les gens qui voyagent, pour offrir comme cadeau. Et bon, quand ils arrivent dans leur pays d'origine, ils donnent ça à leurs amis. Cerise sur le gâteau, le bracelet artisanal ne coûte pas cher. Les prix varient de 1000 francs à 2000, 2500, ainsi de suite. Ça dépend de la pierre et ça dépend de la perle aussi. Il y en a qui sont totalement moins chers. Vous avez par exemple les petits bracelets qu'on vend à 100 francs. La fabrication de ces bijoux, fruit d'un travail 100% manuel, requiert une association de matières premières et du temps. Nous, on achète les fils de perles, mais on préfère surtout les pierres parce que ça a des vertus. Et avec ces fils-là, on fabrique nos bracelets. Il me faut au moins 1 heure de temps. Au moins, si la personne est un peu rapide, c'est 1 heure. Hématite, œil de taureau, œil de tigre, caurie. Sur le marché, les bracelets artisanaux présentent une variété de motifs à la satisfaction de tous les goûts.
On vous embarque à présent dans une tradition royale. Une grande chasse est organisée à Sané, dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou, venu de l'Atakora, du Borgou. Ils forment un seul corps. Les consignes sont données. La chasse est lancée, mais avant d'entrer en brousse, place au rituel préparatoire. Amulettes, fumigation des armes. Les chasseurs se préparent à traquer le gibier. Du rituel à la traque jusqu'au verdict de la brousse, tous les moments sont captés ici par Abdou Sabri Drissou. Le vuvuzela retentit. Le signal est donné. La battue est lancée. Avant de s'enfoncer dans la brousse, le rituel. Amulette au cou, les chiens trépignent. Les chasseurs purifient leurs armes par fumigation. D'autres mâchent des préparations pour s'attirer la chance. L'enjeu est de taille. Ici, on se prépare aussi mystiquement. La traque commence. Ça chauffe déjà. Les chasseurs s'infiltrent. Ronces, troncs, ravins, rien ne freine leur ardeur. Ils bravent les obstacles à la recherche du gibier. La marche est périlleuse, épuisante. Après plusieurs heures sous le soleil, les moins endurants marquent une pause. On est fatigué, on attend de prendre le médicament un peu pour commencer le travail. Pour tenir, ils boivent l'eau de la rivière, impropre mais vitale. C'est la réalité du terrain. Cinq heures plus tard, premier retour. Certains, découragés, reviennent les mains vides. D'autres, fiers, les bras chargés de gibier. Au camp, les prises sont entassées devant Boukari Mohamed Al-Hassan, président des chasseurs. Chacun exhibe sa proie. 2 jours de chasse, 2 jours de travail acharné. La brousse a rendu son verdict. Les animaux abattus sont offerts au roi, signe de dévouement et de soumission à l'autorité traditionnelle. La professeure Dandignamou a reçu dans l'après-midi de ce mardi 28 avril 2026 à son cabinet une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme conduite par son président, le professeur Abou Bakari Morou. La délégation est allée s'inspirer de l'expérience de la Haute Cour de justice pour mieux réussir son mandat. Il s'agit d'une journée entreprise par la CBDH dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions. On écoute le président de la CBDH à l'issue de cette audience. On est venu rencontrer la présidente de la Haute Cour de justice et les membres de la Cour pour prendre contact avec eux. L'objectif ultime de cette visite, au-delà donc de la prise de contact, c'est d'échanger un peu et avoir les orientations, les suggestions aussi de la Haute Cour de justice sur notre mandat. Il faut dire qu'actuellement, nous avons un double mandat, le mandat de la protection et de la promotion des droits humains et le mandat de la prévention. Et sur ces 2 mandats, il y a de nombreuses structures que nous devrions toucher. Et au nombre de ces structures, il y en a qui sont extrêmement sensibles. Et il était indispensable pour nous justement de venir échanger pour voir, nous tirer un peu, tirer le leçon de l'expérience vraiment de la Haute Cour de justice pour voir un peu dans quelle mesure la Cour peut nous accompagner ou nous aider à mieux comprendre
à débrouiller cet environnement un peu plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Les échanges ont été très enrichissants et nous en sortons vraiment très ravis dans la mesure où la présidente de la Haute Cour de justice nous a assuré de sa disponibilité pour participer aux réflexions sur les droits humains avec nous de façon générale et voir aussi dans quelle mesure les questions spécifiques sur lesquelles la Haute Cour de justice peut se prononcer, puisse participer à la réflexion avec nous. Et puis au Fonds international de développement agricole, la gestion rigoureuse des ressources n'est pas une option, mais une exigence. À Cotonou, l'institution onusienne organise du 27 au 29 avril 2026 un atelier régional de formation consacré à la gestion financière des projets qu'elle finance en Afrique de l'Ouest et du Centre, dans un contexte marqué par la raréfaction justement des ressources. Cette rencontre réunit coordonnateurs et responsables financiers autour d'un objectif commun, celui de renforcer la transparence, la redevabilité et l'efficacité dans l'exécution des projets. Les travaux de l'atelier ont été ouverts ce lundi par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans cette salle à Cotonou, les acteurs clés de la gestion des projets financés par le Fonds international de développement agricole sont réunis autour d'une même ambition, mieux gérer pour impacter durablement. Pendant 3 jours, coordonnateurs et responsables financiers venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre partagent outils, expériences et bonnes pratiques. Au cœur de ces échanges, la maîtrise des procédures financières, la prévention des risques et l'amélioration de la performance des projets. Au Bénin, comme dans les autres pays de la région, le FIDA attache une importance particulière au renforcement des systèmes de gestion financière. Cela se traduit par appui technique continu, formation ciblée et l'introduction d'outils modernes. La qualité de la gestion financière est un facteur déterminant dans la réussite ou l'échec des projets. Et vous, chers participants, c'est au cœur de ces dispositifs. Dans un environnement où les ressources se font de plus en plus limitées, la rigueur dans la gestion devient un levier essentiel pour garantir l'efficacité des interventions en faveur des communautés rurales. Pour le gouvernement, cette initiative du FIDA vient à point nommé. Le gouvernement du Bénin a fait de l'agriculture un pilier de sa stratégie de développement. Cette ambition ne peut se réaliser sans une gestion saine et efficace des ressources allouées au secteur. C'est pourquoi nous saluons cette initiative du FIDA qui vient renforcer nos capacités et harmoniser nos pratiques. Notre conviction est claire. Il n'y a pas de transformation agricole durable sans discipline financière exemplaire. Au-delà des procédures, c'est une véritable culture de la redevabilité que les participants sont appelés à promouvoir. Car une gestion transparente et responsable des ressources, c'est aussi la garantie d'un impact réel et durable sur les conditions de vie des populations. Direction Lokossar à présent, dans le département du Mono, le préfet reprend son bâton de pèlerin pour la traditionnelle campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est déjà la 5e édition cette année. Le top a été donné cette semaine au collège d'enseignement général 1 de Lokossar. Retour ici sur cette cérémonie de lancement officielle avec Narcissa Lossé. Est-ce qu'un enfant peut porter encore un autre enfant ? Le don est ainsi donné pour la 5e édition de la traditionnelle croisade contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal ici, dans le département du Mono. Devant des responsables de classe et les apprenants les plus brillants du CG1 Lokossar, un répertoire de communication a été déroulé pour montrer à l'assistance la nécessité de préserver son avenir. Parce que lorsqu'on a une femme, on a un métier qui vous donne de l'argent, ça vous donne du respect, ça vous donne de la notoriété. Et même votre mari vous regarde autrement. Mais lorsque vous êtes une femme qui attendra tout demain de votre mari, eh bien, il fera de vous ce qu'il veut. Cette campagne est initiée ici depuis 5 ans. Et autour d'elle, les orateurs parlent de l'arsenal juridique dressé contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal. Je vais vous laisser mon numéro. À partir d'aujourd'hui, si un professeur se hasarde à vous faire des yeux doux, ou que vous sentez qu'on vous donne de mauvaises notes parce que vous n'avez pas cédé là, appelez-moi directement, n'appelez personne d'autre.
Et vous verrez ce que nous allons faire de ce professeur. Un ancien doyen de la FSA a été condamné à 10 ans de prison parce qu'il a violé cette loi. Donc vous êtes suffisamment protégés. À ce phénomène, les organisateurs ont ajouté cette année la consommation de substances psychotropes. Ce n'est pas parce que je suis en classe d'examen ou bien j'ai raté le premier semestre. Au second semestre, je dois veiller. Donc, comme je n'ai pas la capacité de rester en éveil jusqu'à 2 heures, non, il faut que j'aille prendre un excitant pour être plus virulent. Pour être plus éveillé, c'est faux. Vous ne faites rien de bon. Ils sont toxiques pour la santé, donc détruisent votre vie, ont-ils lancé aux pensionnaires du CEG1 Lokossa. Un établissement qui a encore fait parler de lui à l'issue du dernier baccalauréat avec 89,73% de taux de réussite. Dans la suite de cette édition, le conseil communal de Soava a tenu ce mardi 28 avril sa première session ordinaire. C'est la deuxième au titre de l'année 2026. Cette rencontre consacre l'entrée en fonction officielle des conseillers élus au thème des élections communales du 11 janvier. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par le port d'écharpe au président des commissions permanentes, aux élus communaux et aux chefs d'arrondissement, symbole de la responsabilité qui leur incombe désormais. À l'occasion, le maire André Todier a appelé tous les élus à tourner la page de la politique pour se mettre résolument au service de la communauté. Et voici les images. À Soava, la vie se dessine au rythme de l'eau. Entre barques flottantes et maisons sur pilotis, la commune lacustre, vitrine touristique du Bénin, amorce un nouveau cap politique. Le conseil communal, conduit par André Todier, tient sa première session depuis son installation. Objectif, poser les bases d'une gouvernance tournée vers le développement et le bien-être. Nos sessions, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont des moments solennels où se décident les orientations majeures du développement de Soava. Chaque minute de retard que nous accumulons est une minute de service public perdu pour nos populations. Chaque absence injustifiée est un déni de démocratie. À Soava, chaque déplacement raconte une histoire, chaque vague porte une promesse. Dans son discours d'ouverture, le maire salue les efforts du gouvernement, notamment sous l'impulsion du chef de l'État Patrice Talon pour les projets de développement réalisés dans la commune. Cette session marque le coup d'envoi des grands chantiers pour les 7 prochaines années. Je vous invite donc toutes et tous à nous mettre résolument au travail, chacun à son niveau de responsabilité, avec rigueur, transparence et développement, ensemble, unis comme les rameurs d'une même pirogue, affrontant les vents et les vagues, nous ferons de Soava une commune prospère, résiliente et fière. Dans cette commune où l'eau est à la fois contrainte et richesse, les attentes des populations sont nombreuses. Amélioration des conditions de vie, renforcement des infrastructures, valorisation du potentiel touristique. Soava entre tradition et modernité, le défi est lancé. Transformer les atouts naturels en levier durable de développement pour le bien-être des populations. Après cette cérémonie officielle d'ouverture de la session marquée par le discours du maire, place justement aux actions des conseillers communaux, chefs d'arrondissement qui, à tour de rôle, ont exprimé en outre satisfaction, engagement et prise de conscience, tous saluant justement la vision ambitieuse et mesurant justement déjà l'ampleur des défis à relever au cours de ces prochaines années. On les écoute. Nous sommes venus ici, c'est pour un mandat, c'est pour une mission spéciale, œuvrer pour le développement de notre commune. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de distinction entre parti UP, parti BR. Nous sommes tous ensemble. Je voudrais remercier M. le maire parce que son discours de tout à l'heure est un discours rassembleur, est un discours qui porte sur les grands défis faits de notre milieu. Et je pense qu'avec cet esprit de cohésion qu'il a affiché à l'entame et avec la contribution de tous les conseillers, je pense que nous allons relever l'ensemble des défis
qui se retrouve aujourd'hui face à notre population et nous travaillons ensemble pour apporter des éléments adéquats pour les 7 ans à venir. Comme l'a dit le maire tout à l'heure dans son discours, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Nous allons travailler en symbiose. Il n'y aura pas de parti Bloc républicain à part, il n'y aura pas de parti Union progressiste de renouveau à part. Nous allons rester ensemble pour un seul parti. Le seul parti, c'est le développement de la commune de Soava. Dans les 7 ans, moi, j'avais prévu beaucoup de choses. Faire des grandes salles je peux appeler les juges, les gens de la justice pour venir éduquer nos sœurs, nos petits sœurs et nos frères, pour les donner de bonnes éducations, pour les préparer sur les futurs. Après, c'est pas aussi au niveau de nos mamans qui font les petits commerces. Je me prépare au moins pour les financer, au moins pour les trouver des crédits, pour que eux-mêmes, les activités vont bien fonctionner. On est ensemble. On attend pour quelques années ou bien quelques mois pour finir. Pour voir qui quitte à Kassato, aller à Soava. Si on finit ça, la population, ce qu'on va faire, le temps de Wadaï maintenant, ce qu'on va faire, on va te dire ça, même maintenant actuellement, on ne peut rien dire à la population. Moi, je ne sais pas mentir à la population, mais Soava est parti. Le paysage de sécurité béninois se renforce pour répondre aux impératifs de lutte contre la criminalité. L'agence intégrée des espaces frontaliers ABGF a procédé à la livraison du dernier lot de moyens roulants destinés à la police républicaine pour le compte de l'année 2025. Cette remise officielle actée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique vise à accroître la mobilité des forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. De nos équipes étaient sur place pour vivre ce moment. Voici le compte rendu. Des motos tout-terrain et des kits de pièces de rechange. C'est un don de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Ces engins, selon le donateur, permettront aux unités de police de gagner en efficience lors des patrouilles, d'intervenir plus rapidement sur les théâtres d'opération et surtout de renforcer la proximité avec les populations. Aujourd'hui, nous venons de remettre 25 motos tout-terrain à la police républicaine. Comme vous le constatez, notre sous-région ouest-africaine traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. C'est dans ce cadre que l'ABGF, depuis un certain nombre d'années, inscrit dans son plan de travail annuel l'acquisition de matériel roulant au profit des forces de défense et de sécurité. Pour le compte de l'année 2025, une partie a été remise et ce n'est que le complément qui vient d'être remis à la police républicaine cette fois-ci. Il est prévu également, cette année 2026, l'acquisition et l'octroi de 100 motos et tout-terrain qui seront remis aux forces de défense et de sécurité. En réceptionnant ces moyens roulants, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique souligne l'importance de cet équipement qui certainement facilitera aux agents de la police républicaine la traque des réseaux criminels partout où besoin sera. Et je vous félicite pour ce qui vient d'être fait et j'espère que la promesse qui a été faite aussi sera tenue parce que les besoins sont très importants et nous tenons à soutenir ces commissariats-là, surtout ceux qui sont au niveau de nos frontières pour attendre plus d'efficacité. Nous en avons vraiment besoin par rapport à tout ce qui se passe dans la sous-région. Aussitôt reçu, aussitôt transmis, le ministre de l'Intérieur remet les clés des motos aux représentants du directeur général de la police républicaine en formulant le vœu d'une gestion rationnelle mais efficace de ces moyens roulants. Une toute dernière information avant de prendre congé de vous. Dans l'affaire Kémy Séba en Afrique du Sud, l'audience concernant la demande de mise en liberté sous caution de Kémy Séba et de ses co-accusés a été reportée au 11 mai par le tribunal sud-africain. Voilà pour vous la fin justement de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.